Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour. Nous avons également Morin Yamongbe du mensuel Faso-Zine. Bonjour Morin. Bonjour Aboubacar. Également avec nous Boukari Woba du journal La Mutation. Bonjour. Bonjour Sagnon. Et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 13 décembre, date de l'assassinat du directeur de publication du journal L'Indépendant, Norbert Zongo, assassiné en 1998. 17 ans après, la justice n'a pas encore été rendue, mais le dossier a été rouvert le 30 mars 2015 après un non-lieu prononcé en 2006. De nouvelles personnes ont été inculpées dans cette affaire. Alors, chers confrères, est-ce une avancée considérable dans la manifestation de la vérité dans ce dossier? Soyons considérable, je ne veux pas franchir le pas. Je ne crois pas que ce soit une avancée considérable. Je crois que c'est seulement une avancée au regard des longues années que nous avons attendues. C'est quand même 17 ans. Bien entendu, c'est une avancée par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Il reste qu'il faut faire la justice. J'étais ce matin au cimetière municipal de Gouin où les confrères de l'AJB, le président en l'occurrence, Guézouma Sanogo, a dit que le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, un an jour pour jour aujourd'hui, a promis justice à Norbert Zongo. Il ne l'a pas fait. Il a promis justice à tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines de Blaise Compaoré. Rien n'a été fait jusque-là. Et donc, les uns et les autres restent sur leur soif. Bien entendu, s'il y a 3 personnes qui sont inculpées, c'est bien. Mais franchement, ce n'est pas encore arrivé. Il faut faire le procès. D'accord. Alors, Bama? Oui, je crois que c'est... Comme il a dit, c'est une avancée. Maintenant, est-ce qu'elle est considérable par rapport à ce que nous attendons tous? Enfin, je ne sais pas, chacun pourra apprécier, mais en tout cas, il y a avancé quand même parce que jusque-là, depuis 1998, on n'a jamais été aussi proche de la justice, il faut quand même le reconnaître. Et 3 personnes inculpées, envoyées à la Mako. Je crois que c'est pas, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. C'est quelque chose, en tout cas, d'important qui a été fait. Maintenant, comme il a dit, il ne faut pas déjà s'auto-congratuler jusqu'à un certain niveau parce que le chemin reste encore long, certainement. Parce que quand on dit justice, on ne peut jamais présager de combien de temps encore ça doit prendre encore pour que on puisse atteindre le but ultime, en tout cas, que nous recherchons dans cette affaire. Donc, restons en tout cas vigilants que le processus puisse aller qu'à son terme. D'accord. Alors, Morin? Non, je crois que c'est une avancée parce qu'il ne faut pas oublier, tu viens de le dire, c'est un dossier dans lequel on avait prononcé un non-lieu. Alors, si le dossier est rouvert aujourd'hui, je crois qu'on peut considérer ça comme une avancée, même si elle n'est pas considérable et même s'il ne faut pas s'auto-congratuler, même s'il ne faut pas crier victoire, même s'il ne faut pas vendre la peau de loup avant de l'avoir, c'est-à-dire d'arriver au procès. Mais je ne suis pas aussi... Je trouve un peu Rabot pessimiste dans la mesure où il dit que la transition a promis le jugement de ce dossier. Il ne l'a pas fait. Je crois qu'ils avaient un temps quand même assez court, il faut le leur accorder. Et si le chantier est ouvert, je crois que c'est au nouveau pouvoir d'y aller franchement. Et sans état d'âme. Et même si en son sein, aujourd'hui, il y a des gens qui sont impliqués dans ce dossier, qu'on arrive au procès. Sinon, je crois qu'on est en route vers le procès. Et c'est vrai. C'est vrai qu'en tant que journaliste, il ne faut pas fermer toutes les portes derrière soi et se dire qu'on ne sait jamais. Mais on a quand même espoir qu'on arrivera au procès du crime de ce grand journaliste Norbert Zongo. D'accord. Alors, parmi les personnes inculpées, le nom du général Gilbert Diendéré est cité. Oui, Gilbert Diendéré, là, il y a un gros dossier déjà qui l'attend en ce qui concerne donc le putsch du 16 septembre. Là, je crois que c'est surtout les 3 ex-membres du RSP qui ont été inculpés. C'est eux surtout qui sont principalement les figures de ce drame de Sapu-là. Au départ, ils étaient 6.
Finalement, il n'en reste que 3. Les 3 autres sont décédés, donc on a pu inculper que les 3 restants qui sont vivants. Et là, le Premier ministre même le disait hier, je ne sais pas s'il devait le dire, hier à l'occasion du baptême de la rue portant le nom donc, désormais de Norbert Zongo, il a dit que les exécutants ont été arrêtés. Là, je crois que le mot est assez fort, peut-être qu'il allait trop loin, parce que là, on parle tout simplement d'inculpation, en attendant même qu'on nous dise exactement quels sont les chefs d'inculpation pour lesquels ces personnes-là ont été appréhendées. Mais le Premier ministre dit que ce sont les exécutants, donc on attend aussi de voir très prochainement les commanditaires. Voilà. Donc le dossier, on n'est pas pessimiste. Si on avait été pessimiste depuis 17 ans, certainement des gens auraient baissé les bras. Les gens n'ont pas baissé les bras. La lutte a continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même ces avancées-là. On peut les prendre comme des avancées, étant donné que vous l'avez si bien rappelé, en 2006, le dossier avait été fermé, clôturé, après avoir prononcé un non-lieu qui avait surpris plus d'une personne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il suffisait tout simplement de la volonté politique. Il a fallu qu'il y ait de la volonté politique. En mars, on a rouvert le dossier. Aujourd'hui, on est à une phase d'inculpation de 3 personnes, donc disons quand même qu'il y a des avancées, mais il faut rester tout simplement vigilant et mobilisé. D'accord. On peut revenir sur ce que Rabo disait. Apparemment, vous n'êtes pas totalement satisfait donc, de l'évolution. Non, c'est pas que je suis pas satisfait. J'ai relevé, en fait, c'était pas ma propre opinion que l'AJB l'a dit dans son discours ce matin au cimetière. Mais bien entendu, je partage, voilà, ce sentiment de l'AJB là que le Premier ministre a promis. Voilà, il a promis en connaissance de cause. Il n'avait qu'à le faire. Et puis Oba a évoqué une autre question. C'est que le Premier ministre a dit. Je crois que sa langue a fourché. Peut-être aussi que c'est révélateur de quelque chose. Il est arrivé au RSP en 97. Donc en 98, quand Norbert Zongo mourait, Yacouba Isaac Zida y était. Et donc s'il dit que ceux qui sont inculpés là, c'est eux qui ont exécuté Norbert Zongo. Qu'est-ce que vous avez contre ça, Oba? C'est bon? Pas du tout. Non, c'est bon, mais il est en train de dire aux juges, il faut y aller franchement, parce que ce sont eux. Voilà, non, il est en train de dire. Ces personnes n'ont pas été jugées d'abord. Oui, j'ai dit qu'il s'est trompé. Maintenant, peut-être que ça nous aide. S'il s'est trompé, si c'est Dieu qui a commandité ça, c'est tant mieux. Quelqu'un qui était au RSP nous dit que ceux qui sont en prison, les 3 inculpés depuis quelques mois là, sont ceux qui ont tué Norbert Zongo. Lui, il était au conseil de l'entente avec eux. Donc c'est bien. Nous sommes des journalistes. C'est notre confrère qui a été tué. Il nous désigne les tueurs. Maintenant, Oba dit qu'il n'a qu'à nous désigner aussi les commanditaires. C'est bon. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que Morin a dit, c'est vrai, c'est une avancée et nous sommes toujours pessimistes. Écoutez, quand moi je reviens sur un procès comme le procès Guiraud, permettez-moi d'être pessimiste. Parce que nos juges n'ont pas changé, notre justice n'a pas changé. Et on a des gens qui arrivent au pouvoir nouvellement, qui sont ceux qu'on connaît et qu'on connaissait déjà. Moi, j'ai bien peur qu'on retombe dans la même situation qu'avant. Je ne dis pas que ça ne va pas être jugé, mais on peut faire un procès bâclé, où on ne va pas chercher le commanditaire, etc. Donc, franchement, jusqu'à ce que le procès ait lieu, moi, j'ai des motifs d'être pessimiste. Oui, mais dans un communiqué publié hier, le procureur général a fait savoir que différentes investigations ont été menées et que d'importants actes allant dans le sens de la manifestation de la vérité donc, ont été posés. Sayon, je vous prends au mot, mais c'est le même procureur général, Laurent Poda, qui a géré l'affaire Guiraud, avec un montage préliminaire bancal, et qui a donné les résultats qu'on voit. Au procès, les gens sont restés sur le fin. Les gens étaient totalement déçus de la manière dont les enquêtes ont été menées dans l'affaire Guiraud. Donc, si c'est encore le procureur général Laurent Poda qui va gérer ça, j'ai bien peur. C'est-à-dire que dans l'affaire Guiraud, il est arrivé un peu vraiment à la dernière minute. Mais si c'est lui qui va encore faire ça, avec les mêmes méthodes, je crains qu'on ne soit pas satisfait au bout. Oui, Baba. Non, par rapport au procureur général, moi, j'allais quand même mettre un petit bémol à ce que mon confrère disait, parce que quand même, ce monsieur, moi, j'ai été au procès Guiraud quand même, je pense que ce monsieur, il a montré quand même des preuves, en tout cas, de quelqu'un qui était quand même déterminé à ce qu'il y ait, en tout cas, la vérité dans cette affaire. Il s'est battu contre vents et marées, malheureusement, il avait certainement plus fort que lui. Moi, j'étais au procès, en tout cas, j'ai vu combien de fois j'ai vu ses réquisitions, c'était vraiment assez osé. Malheureusement, bon, on n'a pas allé dans son sens. Et il a même fait appel, il ne faut pas l'oublier, il a fait appel dans ce cas Guiraud-là. Donc moi je pense que ce monsieur, quand même, il faut lui accorder quand même un certain bénéfice
Du doute aussi. Pas du doute, mais en tout cas, faut espérer qu'en tout cas, il est de bonne foi, il va en tout cas travailler à ce qu'en tout cas on ait la vérité dans ce dossier, et non seulement Guiro, mais aussi dans le dossier Norbert Zongo, surtout avec son communiqué. Moi, j'ai en tout cas foi que on saura la vérité dans le dossier Norbert Zongo. Maintenant, pour revenir en tout cas à ce que le Premier ministre a dit, moi, je ne veux pas être pessimiste comme Rabo. Il faut même dire que sa langue n'a pas fourché. Comme il a si bien dit, le Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui quand même par rapport au RSP. Il n'est pas venu du néant. Il était là-bas au moment des faits. Il était au RSP, et pas à n'importe quelle place, c'était quand même un responsable du RSP. Un gars comme ça vient nous dire que c'est les gens qui ont tué Norbert Zongo qu'on a arrêté. Mais pourquoi vous voulez douter? Moi, je pense qu'il n'y a pas, même le juge n'est pas... il ne peut pas se passer de quelqu'un comme ça. Il doit pouvoir peut-être même l'entendre pour qu'il puisse tout dire. Mais pour le moment, ce sont des inculpés, ils ne sont pas... Oui, mais quelqu'un qui a certainement suivi de près les événements, qui vient nous dire que c'est eux là qui ont fait ça. Maintenant, moi, je pense qu'il ne faut pas cracher dessus. C'est un bon morceau qu'il faut prendre et puis avancer dessus. Quoi. Non, je crois que dans ces cas, il faut un peu faire la part des choses entre ce que les politiques disent dans leur, je ne vais pas dire délire, mais dans leur lancée oratoire, et laisser la justice faire son travail. Parce qu'on peut même se dire qu'il y a une sorte d'immixtion de l'exécutif dans le dossier. Donc je crois que Ladi Bama l'a si bien dit au juge, effectivement, d'entendre le Premier ministre. S'il a l'attitude de le faire, ce n'est même pas une affaire de l'attitude aujourd'hui. À partir de ces déclarations, il peut être effectivement, il doit être entendu et dire pourquoi, en fait, il a fait ces allégations. Si ce sont des allégations, ou bien, mais nous, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, sa langue a fourché, ou si c'est la vérité qu'il a dite. C'est au juge, vraiment, de l'entendre pour pouvoir nous situer, parce que nous tous, on attend la lumière sur cette affaire. D'accord. Alors, on peut quand même dire que le gouvernement de la transition a fait de gros efforts dans ce dossier qui était clos avec la réouverture de ce dossier. Des efforts, en tout cas, qu'on constate. On n'oublie pas aussi que les dossiers Norbert Zongo et ses camarades, le dossier Thomas Sankara, ont été pratiquement les dossiers qui ont alimenté l'insurrection. Tous les rassemblements de l'opposition ou souvent des syndicats, il y a toujours ces slogans-là, vérité et justice pour Norbert Zongo et ses compagnons, vérité et justice pour Thomas Sankara. Donc si on utilise leur nom, on utilise ces dossiers-là effectivement pour mobiliser des gens et que ça aboutit ce à quoi on est arrivé, c'est-à-dire à l'insurrection, il n'y a pas de raison que ces autorités-là qui sont issues de l'insurrection n'apportent pas véritablement de la justice à ces disparus-là. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Peut-être même qu'on devait s'attendre à mieux que ça, mais on peut déjà saluer les petits efforts qui sont faits. Comme je le disais, ce qu'on ne doit pas cesser, c'est la mobilisation. Il faut qu'on maintienne effectivement la mobilisation et la pression, comme ça a été le cas ce matin. Il y a eu dépôt de gerres de fleurs au cimetière de Gounguin pour Norbert Zongo, ses compagnons, ainsi que pour les martyrs de l'insurrection et aussi de la résistance au putsch. Et ensuite, il y a eu un rassemblement à la place de la Révolution. Je pense que ce genre de mouvement ne doit pas cesser jusqu'à ce qu'il y ait effectivement la vérité. Parce que là, bientôt, nous allons avoir des nouvelles autorités. Tous les actes qui ont été posés jusque-là, ce n'est pas du fait de ceux qui vont prendre le pouvoir dans quelques jours là. C'est du fait des autorités de la transition. Donc, il y a un nouveau pouvoir qui va venir, qui peut-être peut avoir aussi sa part à jouer dans l'avancement ou dans l'arrêt, effectivement, de ce dossier. Mais nous espérons qu'il ne va pas avoir d'immixtion quand l'exécutif va laisser librement le pouvoir judiciaire faire bien son travail et que là, nous allons aboutir à la justice. Parce que dans ce dossier-là, moi, j'ai dit, ce n'est qu'une confirmation d'une certaine manière. Ce n'est pas paradoxal qu'on n'ait pas inculpé autre personne que 3 personnes qui avaient déjà été citées dans le rapport de la commission d'enquête indépendante. Donc, c'est pour dire que, comme une chanson du collectif, on cherche quelque chose qu'on voit. Donc, depuis 1999 que cette commission d'enquête a déposé son rapport, on avait identifié 6 suspects sérieux, et c'est 17 ans après qu'on vient inculper 3 de ces 6 suspects sérieux-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a un gros travail qui a été fait, et si la justice veut aller au fond
du dossier, très rapidement, je pense que les choses devaient avancer, quoi. D'accord. Voilà. Vous l'avez dit entre-temps dans vos propos, il y a une avenue qui a été baptisée au nom de Norbert Zongo. C'est une victoire. L'homme est immortalisé dans la capitale burkinabé, Moré. Non, il faut déjà dire que Norbert Zongo était pratiquement un immortel, si vous me le permettez, de par ses idées. Donc aujourd'hui, si on reconnaît effectivement ce mérite en lui attribuant cette avenue qui porte son nom, je crois que ce n'est que justice rendue, et ça fait partie effectivement des efforts de la transition pour montrer sa bonne foi que ce dossier pourra être jugé un jour. D'accord. Alors, oui. Oui, sur ça, on ne va pas manquer de rappeler qu'en 2008, je crois que c'était à l'occasion des 10 ans donc, de l'assassinat de Norbert Zongo, le collectif avec le Reporters sans frontières avait osé baptiser une rue au nom de Norbert Zongo. Et cela a failli les amener en justice. Oui. Le maire de la capitale, à l'époque, Simon Compaoré, avait déposé plainte. Je pense que c'est par la suite qu'effectivement la plainte avait été retirée. Aujourd'hui, c'est l'autorité publique, l'autorité de l'État qui octroie une rue à Norbert Zongo. C'est une chose à saluer, c'est pour dire que les choses évoluent. Voilà. Alors, on espère bien que ça va continuer d'évoluer positivement donc pour que justice soit faite dans ce dossier. Burkina Faso a célébré le 11 décembre dernier le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une cérémonie marquée par une parade et des décorations. Alors, c'était une cérémonie sobre avec un budget réduit. Est-ce que le gouvernement a eu raison donc d'opter pour cette solution? Bama. Sans doute, parce que quand on sait le contexte dans lequel intervient cette célébration, il y avait en tout cas lieu de revoir en tout cas à la baisse certainement l'argent qu'on pouvait mettre dans ces genres de manifestations-là. S'ils ont pu le savoir et puis opter pour une telle façon de faire, je crois que c'est à leur honneur. Mais maintenant, au-delà de tout ça, moi, je pense que concernant même cette question d'indépendance, moi, je pense que c'est là, parce qu'on a plusieurs fois débattu de ça sur ce même plateau. Moi, je me demande si ces célébrations ont vraiment leur raison nette. Est-ce qu'on est vraiment indépendant pour célébrer ces choses-là? Est-ce qu'on est vraiment souverain? Parce que quand on prend notre monnaie, par exemple, le franc CFA, c'est une colonisation financière qui est là. On n'est pas souverain financièrement. Donc, moi, j'ai toujours problème avec ces célébrations ronflantes, indépendance, souveraineté. Moi, je ne vois vraiment pas où on est souverain, je ne vois pas où on est indépendant. Donc, moi, mon problème, c'est à ce niveau. Mais comme tout le monde est dedans, on y va. Alors, Rabo, oui. Oui, c'est vrai que Bama évoque une question de fond, bien entendu, qui nous préoccupe tous. Maintenant, je crois que ce n'est pas mauvais si ces célébrations-là permettent de rassembler, de fédérer des énergies nationales pour aller de l'avant. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais je voudrais faire remarquer que cette année, le budget a été revu à la baisse parce que Kaya n'a pas pu être au rendez-vous. Sinon, c'est le même budget qui serait passé. Voilà, Kaya n'a pas pu terminer ses infrastructures. Les autorités ont invoqué le coup d'État. Et donc, c'est bon, ça va aider le San Matenga, la région du Centre-Nord, à mieux se préparer. Et donc, c'est un peu contre son gré que le gouvernement a ramené la célébration à Ouagadougou. Et tel que les choses se sont présentées, c'était plutôt bien. Avec un budget de 400 millions, je crois que c'est pas mal. Ça a permis aux Burkinabés de se rassembler, de se souvenir qu'il y a 55 ans, ils ont eu l'indépendance. Maintenant, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire de cette indépendance. Il faut qu'on sache ce qu'on veut et qu'on s'organise pour arriver à des objectifs qu'on aura définis ensemble. D'accord. Alors, au cours donc, de cette célébration, il y a eu la décoration de tous les blessés de l'insurrection et du putsch également. Morel, comment vous analysez donc cette décoration de l'ensemble des blessés du putsch et de l'insurrection populaire de fin octobre 2014? Il faut d'abord relever que l'indépendance de cette année, pour moi, a une touche particulière
d'autant plus que c'est cette année qu'on revient, comme lors de l'acquisition de notre indépendance, à un pouvoir civil. Sinon, après, si vous rappelez bien, voilà, ce sont des militaires qui ont dirigé. Là, on revient à un pouvoir civil. C'est comme une marque, c'est comme si l'histoire voulait nous rappeler que, effectivement, mais en dehors de ça, effectivement, comme Ladji Bama le disait, est-ce que aujourd'hui, à l'instar des autres peuples africains d'ailleurs, est-ce qu'on peut célébrer fièrement ces indépendances alors qu'on est toujours dépendant, et sur tous les plans d'ailleurs qu'on est indépendant? Là, c'est une autre question. Maintenant, les décorations. Les décorations, c'est bien d'avoir décoré ces blessés, et les blessés, les victimes de l'insurrection, s'ils ont participé à quelque chose qui amène aujourd'hui qui ramène aujourd'hui le Burkina Faso sur la voie d'une véritable démocratie. Je crois qu'on ne peut qu'en être fier. C'est vrai que les décorations, comme sous le Blaise Compaoré, ont été encore... Qu'est-ce que je ne sais pas trop, il y avait trop de monde qui a été décoré, mais si on prend la juste part des blessés, des victimes de l'insurrection, je crois que c'est quelque chose à saluer. D'accord, Woba. C'est le deuxième 11 décembre, je crois, pour les autorités de la transition. Elles ont célébré celle de 2014, cette année à Dédougou, et cette année, donc en 2015. On est revenu à Ouagadougou. Je crois que c'est la deuxième fois depuis 2008, quand on avait instauré cette célébration tournant-là, qu'on est contraint par des événements à revenir à Ouagadougou pour célébrer donc la fête nationale. Voilà, donc il y a eu cette célébration tout à fait particulière, parce que d'abord c'est des autorités de la transition, mais aussi parce que ces autorités aussi sont en fin de mandat. Avec tous ces événements-là, donc on a assisté quand même à une sorte de bilan de la transition, à une sorte aussi de récompense ou de remerciement. Donc je pense que c'était tout à fait normal, un peu tout ce qu'on a vu. Vous avez parlé des blessés de l'insurrection et des pouces qui ont été décorés, c'est assez exceptionnel. Aujourd'hui, cette année, on a décoré plus de 800 personnes. C'est assez, oui, c'est assez énorme. On a inclus des organisations de la société civile, des acteurs de la société civile. Bon, de par le passé, il y avait toujours des acteurs de la société civile, mais ce n'était pas autant. Cette année, il y a eu beaucoup de visibilité sur ces acteurs-là. Donc, tout cela nous amène à dire que c'est une célébration assez particulière, étant donné que la transition tire à sa fin. On va rester sur cet aspect de décoration des organisations de la société civile. Il y a des personnes qui pensent qu'on aurait dû décorer les personnes morales, c'est-à-dire les associations, et non des individus. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que ce sont des présidents d'associations qui ont été décorés, mais d'aucuns pensent qu'on aurait pu ou dû décorer l'association en tant que telle et non les individus. Oui, c'est une nuance qui est importante, on peut la souligner. Hein. Moi, je n'ai pas de préférence. Bon, seulement quand c'est la personne morale, moi, je connais bien d'associations qui vont être décorées et qui vont disparaître quelques mois après. Bon, c'est ce qui peut me gêner. Par contre, si c'est la personne physique, si effectivement la personne physique qui était la première responsable de l'association a œuvré, a rendu vraiment des services à l'État, je crois que ce n'est pas vraiment un problème. Et on peut même voir à travers cette première personne qui est décorée là, toute l'association. Et je crois que quand les responsables du ballet citoyen sont décorés, tous les militants, tous les membres du ballet citoyen se retrouvent là-dedans. Voilà. Maintenant, s'il y en a qui pensent qu'on aurait pu décorer l'association, oui, c'est aussi une idée. Je crois que le gouvernement a fait une option. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire, mais moi, je ne vois pas de préférence pour l'une ou l'autre option. D'accord, Obama. Oui, je crois que je ne sais pas, un peu comme Rabo, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence à ce niveau-là, quand on décore le président d'une structure ou la structure elle-même. Bon, je ne sais pas. En fait. Moi, je pense que le plus important n'est pas à ce niveau, en tout cas, à mon sens, ça n'engage que moi. Moi, pour ce qui concerne ces décorations, mon problème, il est à un autre niveau. Moi, je pense qu'au Burkina, on doit s'asseoir un peu et puis regarder nos médailles là, qu'on donne aux gens, les regarder un peu, et réfléchir un peu sur le contenu de ces décorations. Parce que, quand même, depuis un certain nombre d'années, bon, on
on a l'impression qu'on va dans tous les sens. Les décorations n'ont plus de valeur pratiquement. Quand on dit que quelqu'un est décoré, je ne sais pas à quoi ça renvoie aujourd'hui parce que c'est du tout on met dedans. On ne sait pas sur quoi on se fixe pour décorer, pour dire qu'un tel doit être décoré. Finalement, tout est dedans. Souvent, des gens sortent de la Mako, ils sont décorés, tout ça. Finalement, moi, je pense qu'il faut s'en s'asseoir un jour pour... parce que c'est pas quand même des choses avec lesquelles on doit jouer. Hein. Parce qu'on parle de décoration, moi, je pense que c'est des choses assez importantes pour un pays. Il faut que ce soit, en tout cas, entouré d'un certain nombre de valeurs et tout ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'au Burkina, on a tout bafoué, les décorations deviennent comme des cacahuètes qu'on distribue comme ça à tout le monde. Et puis bon, voilà. Moi, c'est à ce niveau mon problème. Sinon, bon, quand on donne à X ou à Y. D'accord. Est-ce que c'est votre avis? Oui, bien sûr. Je suis d'avis avec mes prédécesseurs que c'est une option que le gouvernement a faite, le gouvernement de la transition a choisi en décorant des personnes physiques. De toute façon, ces associations, ces organisations de la société civile sont animées par ces personnes physiques. Donc, si aujourd'hui on décore les personnes physiques, toutes ces associations doivent se reconnaître dedans, tous les membres doivent se reconnaître dedans. Mais comme il y a toujours des problèmes d'ego, et donc forcément ça va jouer. Et je crois que l'Adibama l'a assez souligné. Une décoration, on l'appelle d'ailleurs ça un mérite reconnu par la nation. Donc, effectivement, il faut que cela soit entouré du plus grand respect. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un a reçu telle décoration, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, effectivement, pour ce pays et qu'on reconnaît en lui décernant cette distinction. Donc, aujourd'hui, on a la chance, on est à une transition, c'est une chance énorme. Donc, aux nouvelles autorités qui vont venir de penser, effectivement, à redonner cette valeur à cette médaille que, quand vous vous rappelez un peu, ceux qui sont ici ont lu Le Vieux Nègre et la médaille. Ça veut dire que c'est tellement important qu'on ne doit pas, effectivement, les distribuer comme des cacahuètes. D'accord. Alors, oui, Ouba, sur la question? Sur là-dessus, l'analyse, elle est juste. Cela ne date pas d'aujourd'hui, depuis le temps de Blaise. Il y a toujours, en tout cas, parmi les personnes dont le mérite est reconnu, il y a des personnes qui sont bien méritantes. Mais vous m'excuserez aussi de dire qu'il y a des farfelus toujours dedans, comme c'est le cas aussi cette année. Il y a des personnes qui le méritent, non pas seulement pour ce qu'ils ont joué comme rôle dans le cadre de cette transition, mais parce qu'ils ont 5 ans, 10 ans de combat. Donc je pense que ça peut être salué. Mais il y a des gens qui sont chaque fois aussi des parvenus, parmi effectivement des méritants. Moi, si j'allais faire une suggestion, c'est vrai que souvent les choses sont calées. Moi, ma proposition, c'était que la liste des personnes à décorer là doit être publiée, rendue publique, et que tout le monde voit, et qu'il y ait des possibilités de recours auprès peut-être de la grande chancellerie qui est chargée de décerner ces médailles-là. Oui, si moi, je connais qu'on veut décorer X, et que je sais que X n'a pas rendu des services loyaux, qui n'a pas été loyal, moi, je peux, avec des preuves à l'appui, aller poser recours auprès de la grande chancellerie et qu'on examine effectivement mon recours et qu'on puisse effectivement le déclasser si effectivement on me donne raison. Autrement, on me déboute et qu'effectivement on le décore. Autrement, ça ne peut pas continuer à être de la simple volonté du prince. On dit que c'est la discrétion du chef de l'État ou c'est le supérieur hiérarchique qui propose une liste souvent obscure, et puis ça arrive comme ça au niveau de la chancellerie et on descend les médailles à tout le monde. Je pense que si ça continue comme ça, effectivement, nous allons dévaloriser nos médailles. Ça n'aura aucune valeur, ça n'aura aucun sens. Et je pense qu'il va falloir mettre du sérieux dedans. Ok, merci. On va évoluer donc dans ce débat. Lors du dernier Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont été nommés ambassadeurs. Alors, cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, beaucoup de gens pensent que finalement, les membres de la transition, de l'exécutif, sont en train de se distribuer des postes avant la fin donc, de cette transition. Rabo. Mais vous savez qu'il y a d'autres nominations qui arrivent. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Ah non, mais écoutez, ces nominations qui ont été faites il y a quelques jours avaient été annoncées. Les gens en parlaient déjà dans les couloirs. Voilà, donc il n'y a pas de secret dans ce pays-là. Moi, je crois que c'est inélégant. Je crois que c'est déplacé. Et je crois que si je veux réfléchir langue nationale, c'est gauche, quoi. J'imagine que le gouvernement n'a pas pu faire ça sans souffler quelque chose au nouveau président élu, Roch-Marc Christian Kaboré. Sinon, il y a des ambassadeurs qui ne vont pas arriver à destination. À peine ils sont arrivés à Copenhague qu'on les a chassés.
Voilà, mais je crois que c'est un mauvais deal. C'est un deal qui n'est pas sérieux et qui n'est pas bon pour l'image de la transition. Moi, je crois qu'ils n'avaient qu'à négocier leur nomination avec le nouveau président et puis attendre tranquillement que le président s'installe, qu'il nomme son gouvernement et que en Conseil des ministres, Mme Amina Bila soit nommée ambassadrice au Danemark, que M. Moussa Nebié soit nommé ambassadeur à Genève, en Suisse. Ça ne gêne pas, quoi. Et je crois que c'est légal. Voilà, mais faire comme ça dans des conseils des ministres où vous-même vous êtes là, vous siégez, vous distribuez des postes comme ça et puis vous faites avaler la couleuvre au peuple à travers un compte rendu du conseil des ministres, je crois que c'est pas bien. Après ce qu'on a vécu il y a seulement quelques mois, après l'exemple qu'on a voulu donner à travers la transition, à travers la nouvelle démocratie dans laquelle nous cheminons, je crois que ces raccourcis-là ne sont pas bien. Et c'est pas vraiment bien si on veut que la jeunesse qu'on appelle au travail, c'est le thème du nouveau président, la jeunesse qu'on appelle au travail là, travaille vraiment sérieusement, loyalement à développer le pays. Il ne faut pas faire ces deals-là. Moi, je crois que c'est des raccourcis inélégants que le gouvernement vient de faire. Et si ça doit se faire les semaines à venir, je crois que ça va être bien dommage. D'accord. Bama? Non, je ne peux pas dire autre chose que ce que Rabo vient de dire. Hein. On a été tous choqués par ce qui s'est passé. On est outrés parce que c'est pas sérieux, vraiment. C'est le cas de le dire, c'est pas du tout sérieux de la part du gouvernement. Car la veille de leur départ, mais quand on prend ces ambassadeurs qui sont nommés là, je sais pas, non, je crois que même depuis tout petit, on nous disait que l'ambassadeur c'était pour une sorte de représentant du chef de l'État, le sérieux. Mais tu es en train de partir demain, tu nommes un représentant pour quelqu'un qui vient te remplacer demain. C'est bon ça? Le président qui est en train de partir, qui nomme son représentant, alors que demain il doit partir, il nomme pour lui qui vient pour le remplacer. Je pense que ce n'est pas du tout sérieux. Ils auraient pu attendre, comme le Rabo l'a dit. Et si ce tollé-là a pu avoir lieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'ils acceptent de se regarder dans la glace pour savoir qu'ils ont fait une grosse bêtise et de se rattraper. Il ne sert à rien de s'entêter dans ça et puis bon, faire la grosse tête. Alors, surtout quand on regarde les noms, alors les membres du gouvernement qui ont été donc nommés ambassadeurs, c'est des ministres qui avaient des difficultés au sein de leur département. Quand on prend Amina Abdillah avec la question donc des fonds communs, quand on prend le ministre des Affaires étrangères, il y avait la question des affectations au sein de son ministère. Oui, Monet. Non, je pense que c'est difficile d'ajouter quelque chose à ce que Rabo l'a dit, mais là où Rabo a parlé de négocier, je pense qu'ils n'ont même pas à négocier. Ça veut dire que s'ils s'en vont et que le nouveau pouvoir vient, et le nouveau pouvoir trouve que il ne faut pas qu'on arrive à des nominations de complaisance, que quelqu'un est bien à cette place, mais le nouveau pouvoir va envoyer cette personne à cette place. Donc ce ne serait même pas une question de négociation, et tous ces gens se sont trouvés en fait des points de chute. Pourtant, ils travaillaient bien quelque part avant de venir à la transition. Et ils savaient que la transition, c'est n'était qu'une année. Et donc, je crois qu'il faut revenir sur ces nominations si c'est possible. Et je ne pense même pas que le nouvel ambassadeur, comme Rabo le disait, les nouveaux puissent avoir le temps d'arriver à leur poste avant d'être ramenés. Ils ont négocié pour faire les nominations. Donc, le président ne va pas les changer. Bon, sinon, ce n'était pas possible. Ils ont négocié avec le président. C'est quelque chose que j'apprends et c'est. Ah oui, sinon ce n'est pas possible. Sinon, il va les débarquer. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave que ces gens. C'est une erreur de casting. C'est une erreur de casting. Alors, je me suis posé la même question. Si vraiment Kafando et son gouvernement ont fait ça sans avoir eu l'avis effectivement du président élu, ce serait inélégant. Et s'ils ont pris l'avis du président élu, c'est un deal, mais vraiment, c'est pas aussi bon. Ni pour l'image du président entrant, ni pour eux qui sont en train de sortir, parce que les deals, il faut les bannir dans ce pays-là. D'abord, ceux qui sont nommés, ils sont peut-être l'autre, il est diplomate, lui qui est aux affaires étrangères. Mais la dame, elle n'est pas diplomate. Hein? Elle est au ministère des Affaires, au ministère des Finances. On était ravis, on espérait retrouver encore Ecofinance, mais dommage pour nous. Vous imaginez, je pense que des gens, on doit cesser ça. Des postes, ça ne doit pas se négocier.
Et ce que la transition est en train de faire, c'est récompense tout azimut là, puisque le grand chef lui-même a été récompensé, lieutenant-colonel, on devient général. On peut bien dire que c'est mérité, mais la manière pose toujours problème. Et ça, il faut qu'on abolisse ça dans ce Burkina où on nous a dit que plus rien ne sera comme avant. Et fort malheureusement, ces personnes-là sont en train de nous montrer que les choses doivent rester comme telles. On ne peut pas changer grand-chose. Et ils oublient aussi, elles oublient ces autorités-là, qu'il y a des gens qui prient chaque nuit pour qu'elles ne sortent pas à la grande porte. Mais malheureusement, elles annulent leurs prières-là. Parce que c'est toute l'image de la transition et même, par extension, de l'insurrection qui peuvent être entachées si ces autorités-là continuent à faire des récompenses comme elles sont en train de le faire. Je voulais quand même relever quelque chose quand certains confrères pensent que ça a été fait enfin, je ne voudrais pas jouer l'avocat du nouveau président ici, mais ça m'étonnerait en tout cas que ce soit avec son aval quand même, parce que quand on parle de nomination d'un ambassadeur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. J'imagine que le processus a commencé bien avant que le président ne soit élu. Parce que quand on doit nommer un ambassadeur dans un pays, c'est un long processus qui peut prendre des mois. Donc, je ne pense pas que le nouveau président qui vient d'être élu il y a à peine 2 semaines, on savait, à moins qu'on savait à l'avance que c'est lui qui allait être élu président et puis on avait déjà négocié avec lui. Mais c'est que pour nommer, à moins que ce soit un cas de nomination exceptionnel, mais si ça a suivi les voies normales de nomination des ambassadeurs qu'on a plus connus, on envoie des lettres de demande d'accréditation qui prennent du temps, c'est examiné par le pays de destination qui peut mettre du temps avant de répondre et tout ça, avant qu'on le nomme. Donc j'imagine que ce n'est pas en 2 semaines qu'on a pu faire tout ça. Mais le nouveau président pourra venir confirmer s'il vient pour entériner ça, c'est qu'il était au courant. Mais non, si vous êtes à la place de Roch-Marc Christian Kaboré, on vous met devant le fait accompli, on nomme un ambassadeur à votre place. Qu'est-ce que vous faites? Mais je le débarque. Voilà, donc attendons Roch débarquer ces gens. Voilà, parce que sinon, s'il ne les débarque pas, moi je suis convaincu qu'il a fait un deal avec eux. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on sorte des préjugés et puis accorder quand même une présomption de, pas d'innocence, mais de bonne foi au nouveau pouvoir qui va venir. Parce que là, quand moi je discute, moi je suis un peu mal à l'aise quand je discute des travers de la transition, parce que je remonte à l'origine du mot transition même. Ça veut dire que transition, ça veut dire qu'on quitte un état de précarité, par exemple, pour aller... Donc moi je fais beaucoup plus confiance au nouveau pouvoir qui sera installé et j'attends, si ce nouveau pouvoir verse dans les mêmes travers, la société civile aujourd'hui qui est bien aguerrie, je crois, aura la présence d'esprit, aura bonne foi de le ramener à l'ordre. D'accord. Alors on va justement parler donc de l'élection de ces nouvelles autorités. Le 29 novembre dernier, les Burkinabés ont élu leur président et leur représentant à l'Assemblée nationale. Roch-Marc Christian Kaboré a été élu président du Faso avec plus de 53% des suffrages dès le premier tour. Alors, finalement, le coup KO, ça vous a surpris? Franchement, moi, ça ne m'a pas surpris. C'est vrai qu'avant les élections, je n'ai pas voulu développer ce sujet, mais je peux, sous le contrôle de certains confrères avec qui j'ai discuté avant, dire que j'avais prévu les choses exactement comme... Non, à quelques exceptions près, parce qu'il y a quand même des surprises. Mais j'avais prévu autour de 52 à 55% pour Roch-Marc Christian Kaboré. J'ai fait une analyse simple. Qui sont ceux qui vont aller élire le nouveau président? Quel est leur état d'esprit? Et quand je fais la psychologie de ces Burkinabés électeurs-là, je dis c'est des gens qui ne veulent pas aller à l'aventure. C'est des gens qui ne veulent pas passer d'une situation connue à une situation inconnue. C'est des gens qui ne veulent pas être surpris par leur lendemain. C'est des gens qui veulent un peu le statu quo comme sous Blaise Compaoré, mais qui sont seulement contre l'injustice jusqu'à un certain niveau. Et quand j'ai regardé les candidats, j'ai dit, bon, ils vont élire quelqu'un qui connaît déjà le système, quelqu'un qui était avec Blaise Compaoré, mais qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec certains de ses comportements. Voilà. Et quand vous faites cette analyse-là, vous voyez que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les paysans, que ce soit les commerçants, ce n'est pas des gens qui veulent révolutionner le Burkina. C'est des gens qui veulent continuer à toujours aller au travail en retard, qui veulent... oui, et quand je regarde, le nouveau pouvoir élu ne va pas taper sur ces gens, quoi. Et je crois que c'est pour ça qu'ils les ont élus. Mais ils ont battu donc la campagne sous le signe aussi du ça, changement. Oui, ça, c'est des promesses. Le signe du changement, mais quel changement voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec Rabo.
je pense que les Burkinabés n'ont pas voulu de la rupture. Ou en tout cas, ceux qui sont allés aux urnes ne voulaient pas de la rupture. On est resté là très modéré et effectivement, on a choisi quelqu'un qui connaît les arcanes du pouvoir, qui l'a déjà pratiqué, qui a pris juste un congé de 1 an et quelques mois et qui revient aujourd'hui aux affaires. Donc, on n'est pas étonné de l'élection de Roch. Je crois que personne n'est étonné. Quoiqu'on a dit que c'était une élection certainement la plus ouverte depuis peut-être 78. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est étonné de la victoire de Roch. Tout était peut-être déjà joué. Et l'écart le confirme très bien, avec près de 54% et l'autre a un peu moins de 30%, le principal challenger. Donc je pense que Roch devait naturellement remporter cette présidentielle, que ce soit au premier tour ou au second tour. Ou au quart de tour. Ou au quart de tour. Bon, vous savez, celui qui a parlé de quart de tour, j'ai aimé la dernière fois, je pense que c'était sur votre plateau, lorsqu'on l'a interpellé par rapport à ça. Il dit ça, c'était le slogan de campagne. Maintenant, ça, c'est fini. Ils sont au pouvoir. Je pense que le langage doit changer. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on change le discours. En tant que responsable d'un parti, et quand on devient responsable d'un pays et de millions de Burkinabés, on doit avoir un nouveau discours. Et je pense que cela est très important pour la suite. D'accord. Morin? Oui, moi, en venant sur ce plateau, je savais que j'allais parler d'élection. J'en ai parlé avec un ami qui m'a dit non, ne parlez plus d'élection. Dites aux gens maintenant qui vont venir de travailler. Et donc je dirais simplement au nouveau pouvoir qu'on les traite d'avoir été avec l'ancien régime, avec l'ancien pouvoir ou pas. S'ils peuvent effectivement savoir que les Burkinabés veulent aujourd'hui une rupture, alors et se lancer dans le travail pour qu'on sorte de notre situation de démocratie, vernis de démocratie, et qu'aujourd'hui j'ai bien peur quand Rabo me dit que le nouveau pouvoir ne va pas sanctionner des gens qui vont venir en retard au boulot et tout. Là, il faut que le nouveau pouvoir le démente. Il faut qu'il lui apporte. Je veux bien. Et voilà. Donc, d'accord. Alors, oui, Bama. Il faut que je parle aussi sur ce point parce que non, parce que moi je suis pas du tout d'accord d'abord les choses Rabo et les choses mon voisin Oba. Parce que je suis pas du tout sûr que les Burkinabés ne veulent pas de la rupture. Ça, il ne faut pas se tromper dessus. Et le nouveau président, s'il est dans cette logique-là, il n'a qu'à se tromper très rapidement. S'il pense qu'on l'a élu pour qu'il vienne continuer ce qui s'est passé sous Blaise Compaoré, alors là, moi je pense qu'il se fout un doigt dans l'œil. Parce que là, moi je suis convaincu que les Burkinabés ils sont dans une logique de changement aujourd'hui. Il ne faut même pas douter dessus. Le nouveau président, il a été élu, c'est vrai, il a cheminé à Blaise Compaoré, mais moi je pense qu'aujourd'hui il doit comprendre, il doit se mettre dans la tête qu'il doit renoncer à tout ce qu'il a pu hériter de ce régime-là. Parce qu'on est dans un autre Burkina aujourd'hui. On a une jeunesse aujourd'hui qui est très exigeante, qui ne va plus tolérer un certain nombre de dérives, ça c'est sûr. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les débats de non, c'est ce Blaise Compaoré qui était là, c'est des gens de Blaise Compaoré. Je veux bien, mais qu'ils sachent qu'aujourd'hui, là, ce n'est plus le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Ils ont intérêt à revoir totalement leur copie et gouverner autrement. Sinon, ça va être la catastrophe. Non, là où on ne dit pas la même chose, là, Guibama, c'est que vous parlez de l'élite activiste urbaine. Ce n'est pas elle qui élit le président. Moi, je parle de la psychologie des Burkinabés électeurs, ceux qui élisent là. Vous savez que Blaise Compaoré, ce n'est pas le village qui l'a chassé. Voilà, c'est la ville. Voilà, vous parlez de cette ville-là qui est capable d'avoir un regard critique sur la gestion du président, dit oui, il faut faire justice, il faut lutter contre la corruption, mais ce n'est pas elle qui élit le président. Voilà, souvent même, ce n'est pas les gens qui votent. Voilà, on a vu le président du MBDHP dire qu'il ne se sent pas bien dans la campagne, il ne va pas aller voter le 29 novembre. Voilà, donc ce n'est pas ceux que vous entendez là qui sont les vrais électeurs, quoi. Donc, on peut comprendre pourquoi Roch a été élu. Cela étant dit, si vous parlez maintenant de la gestion, je ne sais pas s'il y a une masse critique pour chasser Roch comme on a chassé Blaise Compaoré en cas de récidive, mais je vous dis, la psychologie des Burkinabés, là, ils ne veulent pas être bousculés dans leur quotidien. Le gars, il veut aller en retard au travail, sortir 1 heure après boire sa bière. Et il veut quelqu'un qui ne va pas le déranger dans cette façon de se comporter là. Et c'est ce qui va arriver. Dites-moi quel ministre de Roch, Christian Kaboré, va taper sur ces gens? Vous connaissez les noms, non? On attendra de voir. Ce qui est possible. Les Burkinabés peuvent imposer la rupture au pouvoir à venir. Parce qu'effectivement,
il y a une différence à faire entre le peuple insurgé et le peuple électeur. Ça, évidemment, je ne suis pas sûr que les milliers de gens qui sont sortis, qui ont chassé Blaise là, peut-être même que la moitié soit allée aux urnes. Ce n'est pas évident. On avait enrôlé jusqu'à 5 millions, un peu plus. Vous savez qu'un peu avant l'insurrection, on n'avait pas ces chiffres-là. Après l'insurrection, on a dit on va enrôler encore, n'est-ce pas? Il y a eu enrôlement. Mais on avait eu autour de 500 000. Oui. C'est très peu par rapport, effectivement, à ceux-là qui revendiquaient le changement. On aurait pu enrôler 1 million de Burkinabés, puisqu'on a un potentiel électoral d'au moins 8 millions. Mais on se retrouve avec 5 millions de personnes qui sont enrôlées. Et après l'insurrection, on veut enrôler des gens pensant qu'il allait avoir engouement. On se retrouve avec 500 000 pour des milliards même qu'on a dépensés pour reprendre un peu cet enrôlement-là. Donc c'est pour dire ceux qui ont fait l'insurrection, ce n'est pas ceux-là qui sont allés massivement s'enrôler, ce n'est pas ceux-là qui ont voté. Ceux qui ont voté, c'est ceux-là qui ont l'habitude effectivement de voter et qui votaient d'ailleurs le CDP, qui ont trouvé qu'en tant que le CDP ne faisait plus leur affaire, on a décidé de voter l'autre candidat qui est sorti, qui est juste à côté. Donc moi, je pense qu'il y a cette nuance-là à faire entre ceux-là qui veulent le changement et ceux-là qui sont allés voter, qui ne voulaient pas forcément la rupture. Mais je dis, dans la gouvernance, les nouvelles autorités doivent savoir que ceux qui les ont votés, ce n'est pas seulement ceux-là qui vont gouverner, et que ceux-là qui peut-être ne sont pas allés les voter pour une raison ou une autre, peuvent leur imposer une façon de gouverner. Moi, je suis d'accord avec Oba, mais je suis entièrement d'accord avec Oba, mais je crois aussi qu'il faut reconnaître ce mérite au parti de Roch-Marc Christian Kaboré d'être un parti bien organisé. Okay? Donc ça aussi, ça compte pour l'élection d'un président, d'un chef de l'État, de députés et tout. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est... Moi, je crois que c'est un peu grâce à l'apport considérable du MPP dans l'opposition que Blaise Compaoré a pu être chassé. Et tout le monde l'a reconnu quand même ici, il faut le souligner. D'accord. On va parler des surprises donc, de ces élections. Hein. Tahirou Barry qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle. Je ne sais pas, devant des vieux briscards, si on peut le dire, de la politique, ça vous a surpris? Moi, j'allais dire même que la prédiction de Bogolo s'est réalisée. Parce que, évidemment, je n'attendais pas Tahirou Barry à cette place-là. Et c'est une très bonne surprise. D'abord pour un jeune candidat à son âge, et aussi pour un parti qui certainement est connu de par peut-être son fondateur, Laurent Gbagbo, mais qui n'a pas forcément une très forte implantation, surtout lorsqu'on va un peu vers... les zones rurales. Donc que Tahirou arrive 3e, c'est véritablement la surprise de cette élection. Je dis d'ailleurs que Tahirou a joué un rôle très important. Il y a des gens, effectivement, qui ont été une surprise, mais en termes de déception, et c'est ceux-là, justement, qui n'ont pas contribué à ce qu'il y ait le second tour que certains ont espéré. Je pense que si des gens avaient réalisé de façon proportionnelle le bon que Tahirou a fait, sans doute on allait avoir... Vous pensez à des candidats particulièrement? Je pense que Maître Benouende n'est pas à sa place dans cette élection-là. Voilà. Il devait avoir un 3e, et un 3e fort. Le 3e s'est retrouvé être Tahirou Barry, qui véritablement n'est pas à sa place. Voilà. Donc ce n'est pas le 3e qui était attendu. Le 3e qui était attendu, malheureusement, n'était pas à sa place. Oui, il a brouillé mes pronostics, Tahirou Barry, oui. Maintenant, je crois que c'est un concours de circonstances et Oba fait bien de rappeler le frère Christian Boglo. Je crois qu'il y a eu ça. Peut-être que ça a déterminé certains électeurs. Il y avait beaucoup d'indécis. Quand on prend les derniers sondages des instituts sérieux, ils disaient qu'il y avait autour de 20% d'indécis quelques semaines avant l'ouverture de la campagne électorale. Donc on peut comprendre que Boglo pousse certains à voter Tahirou Barry. Et puis il a développé un thème, celui de l'homosexualité, là, que les autres candidats n'ont pas abordé. Ça peut déterminer beaucoup, hein, ça peut déterminer beaucoup de Burkinabés, vous ne vous imaginez pas. Mais moi je sais jusqu'à quel point ça peut amener certaines personnes à voter pour lui. Bon, mais je crois que ça veut dire qu'il a de l'avenir. Il faut désormais compter avec lui. D'accord. Alors, on a d'autres candidats. Hein. On a Ablassé Ouedraogo, 1, et quelques %. Sarah Sérémé également, 1%. Ce sont des déceptions, si on peut le dire. Oui, l'a dit. Je ne sais pas si c'est vraiment des déceptions, hein, parce que ce que vous citez là, Ablassé Ouedraogo, son implantation, moi je ne suis pas trop certain, parce que comme Morin l'a dit,
une élection, c'est d'abord une organisation, c'est une implantation dans le pays quand même. Quand moi je prends le parti d'Abla, c'est vraiment bon. Peut-être que je ne connais pas très bien, mais je ne le sens pas en tout cas dans le pays. Quand je prends Sarah Sérémé, enfin, je ne sais pas, peut-être que je ne connais pas trop bien le Burkina, mais je ne vois pas ça trop dans le Burkina en tout cas. Alors, comme Oba l'a dit, moi en tout cas, en termes de surprise, même Tahirou Barry, moi je pense que bon, ça peut surprendre quelque part, hein. Mais moi en tout cas, ma grande surprise, c'est Maître Sankara. Vraiment, il n'est pas à sa place. Il ne sait pas comment ça s'explique. J'espère qu'au niveau de leur parti, ils pourront nous donner des explications à ce niveau. Mais franchement, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour se retrouver à cette place-là. Moi, c'est ma grande surprise à ce niveau. Autrement, Tahirou Barry, avec combien? Son score, c'était combien? 3%. Oui. Est-ce que c'est... Enfin, mais comme il est troisième, bon. C'est le rang, bon, en fait. Voilà. C'est le rang. Oui, Morin. Non, je crois que toute élection, c'est comme ça. Il y a les favoris qui arrivent, il y a les déceptions et il y a les surprises. Et donc, si Tahirou Barry fait partie d'une surprise, des surprises aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre ça comme une bonne surprise et voir qu'il y a quand même une certaine maturité, hein, qu'on se le dise, il y a une certaine maturité de l'électorat quand même, qui ne cautionne plus les campagnes sur fond de l'ancien pouvoir a mal agi. Il faut donner du concret aux populations. Et je crois que de plus en plus, la jeunesse, si la jeunesse trouve qu'il y a de nouveaux candidats qui peuvent faire l'affaire de ce pays, tant mieux. Alors, un mot sur les législatives. On n'a pas eu de majorité totalement confortable comme ça. Le MPP qui a 55 députés, l'UPC donc qui en a 33, le CDP qui arrive avec 18 et puis l'Union PS avec 5 députés. On est obligé de faire des jeux d'alliance pour pouvoir avoir une majorité confortable et on nous parle d'une alliance possible entre le MPP et l'Union PS. C'est contre nature ou bien comment vous analysez cette possibilité d'alliance? Rabo. Non, moi je crois que l'UNIPS n'a qu'à faire un choix et j'ai entendu certains responsables de l'UNIPS dire voilà, nous on a constaté que nous luttons. En l'occurrence, nous avons lutté, nous avons chassé Blaise Compaoré et puis après on a récompensé les autres. Donc autant aller avec armes et bagages, rejoindre le MPP. C'est un choix qu'il faut faire. Maintenant, je ne peux pas d'ici dire que ce choix de l'UNIPS là va être sanctionné à l'avenir de cette façon ou de cette autre façon par le peuple. Ça, je peux pas lire dans l'avenir. Mais je crois que s'ils ont fait cette option-là, il faut l'assumer jusqu'au bout. Ils ont dit, là, c'est un argument vraiment léger, on ne veut pas aller retrouver le CDP au CFOP. Bon, je crois que ça ne tient pas vraiment debout. Mais sinon, si tant est que, et moi, j'ai toujours imaginé que Benoît Sankara n'était pas aussi loin que ça de Roch-Marc Christian Kaboré. On l'a vu quand ils étaient ensemble à l'Assemblée nationale. Bon, donc, ça ne m'a pas vraiment surpris. S'ils ont fait ce choix d'aller dans la majorité, qu'ils y aillent, qu'ils travaillent à faire prendre en compte leurs préoccupations et leur façon de voir l'avenir du Burkina Faso. Et je crois qu'ils vont en tirer toutes les conséquences. Voilà, je ne sais pas dans quel sens ça peut aller. Maintenant, moi, je ne vois pas en termes d'inquiétude, de crainte, la majorité du MPP, quoi. Je ne vois pas le MPP dans des difficultés par rapport au vote de certains textes. Non, parce que je crois que tout peut se négocier. Et aujourd'hui, le MPP a assez d'alliés. On connaît des partis comme le NTD, comme le PDS Metba, le RDS, le MDA, qui ont accompagné Roch-Marc Christian Kaboré dans sa candidature. Donc, il n'y a pas de crainte. D'accord. Alors, Bama? Oui, en fait, moi, je ne sais pas, ce débat concernant les alliances-là, enfin, contre nature, je ne sais pas par rapport à quoi. Et d'ailleurs, ce pays, quand on regarde l'histoire de ce pays, l'histoire politique, elle a toujours été faite d'alliances contre nature. Ah oui, le CDP lui-même était un exemple parfait de ces alliances-là. Donc, qu'on ne vienne pas me parler ici d'alliances contre nature, l'essentiel c'est de travailler en tout cas à soulager le peuple, aller dans le sens des attentes du peuple. Et là, je reviens un peu sur ce que je disais par rapport à l'élection de Roch. Au-delà de ces questions d'alliance, moi je pense qu'ici, le peuple, à travers ce choix-là au niveau de l'Assemblée, donne encore un signal fort quant à ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que le peuple veut le changement. Et il a décidé de ne pas donner tous les pouvoirs à un individu.
on t'élit, tu es à la présidence, mais à l'Assemblée, là, on ne te donne pas tout là-bas. Et ça amène le président à gouverner autrement. On nous rappelle un président omnipotent qui peut tout faire comme il veut, comme par exemple Blaise Compaoré. Donc, moi, la lecture que j'ai faite, c'est ça. C'est le fait qu'on est aujourd'hui dans notre Burkina où le parti omniprésent, le grand parti, méga parti là, c'est fini aujourd'hui. Donc, voilà ce que moi je peux dire. Oui, Ouoba. Si c'est sur ces alliances-là, moi, j'ai compris que les partis politiques ne sont autre chose que des associations privées. C'est des associations qui appartiennent à leurs propriétaires et c'est la voix de leurs propriétaires qui domine. Moi, je pensais que si on organisait un référendum au sein de l'UNIR-PS, c'est-à-dire la tête dirigeante, y compris les militants, pour déterminer leur choix, ce n'est pas évident que l'UNIR irait au MPP. Mais là, c'est plutôt un rapport de personne à personne. Ce sont les relations entre Maître Sankara et puis Roch-Marc Christian Kaboré qui ont été beaucoup plus déterminants pour que l'UNIR-PS aille s'allier effectivement au MPP. Sinon, les arguments qui sont avancés, c'est trop léger, comme Rabo l'a dit. Le fait de dire qu'on ne veut pas se retrouver au CEFOP avec le CDP, ça ne tient pas du tout. Vous savez qu'au CEFOP, ce n'est pas lié à des idéologies. On dit que ce sont les partis qui sont dans l'opposition, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas encore conquis le pouvoir. Et l'autre côté, c'est la majorité, c'est-à-dire c'est ceux-là qui ont eu le pouvoir. Mais si tu n'as pas eu le pouvoir, d'autant plus que tu as été aux urnes et tu as été jugé par des gens qui ont estimé que tu ne mérites pas d'être au pouvoir. Je ne vois pas comment est-ce que tu vas t'arranger pour te retrouver au pouvoir. C'est une façon donc vous imaginez, pour aller à la majorité, là, effectivement, on a besoin de parler même d'idéologie. Il faut que nous convergeons. Mais souvent même, il n'y a pas de convergence, mais les gens vont à la majorité. Mais pour être dans l'opposition, vous n'avez pas besoin de converger. Parce que d'ailleurs, peut-être que l'appellation est mauvaise. Quand on dit le chef de file de l'opposition, il n'est pas votre chef. C'est parce qu'il a une certaine majorité à l'Assemblée. Il fallait bien qu'on trouve quelqu'un pour présider. C'est le porte-parole. Donc, vous venez, et d'ailleurs, les textes ont changé. On dit, vous ne faites pas allégeance au chef de file. Vous partez faire une déclaration au MATEDES, et puis vous venez, vous êtes constitué au CEFOP. Donc, ce n'est pas être au CEFOP avec quelqu'un. Vous n'y êtes pas avec quelqu'un. Si un temps, vous devez lutter, et que vous avez une plateforme commune, vous luttez. Il y a des partis qui étaient au CEFOP pendant qu'on luttait contre Blaise Compaoré, mais qui, au départ, n'étaient pas dans la lutte. Vous le savez bien, qui sont allés même au Front républicain. Donc, pour moi, être au CEFOP, ce n'est pas être avec un parti politique, c'est être à sa place, la place que le peuple vous a donnée. Si le peuple vous avait voulu vous donner une autre place, ça allait être la majorité, c'est-à-dire le pouvoir. Mais si le peuple décide que vous devez être dans l'opposition, vous êtes dans l'opposition et vous vous assumez. Maintenant, comme j'ai dit, ce sont des associations privées, ça appartient à leurs propriétaires et ils en font ce qu'ils veulent. D'accord. Un dernier mot. Le débat, je crois que le débat a été assez riche sur la question. Moi, je dirais simplement que les alliances contre nature, elles sont contre nature, mais ce n'est pas propre au Burkina Faso. C'est dans l'histoire politique de tous les pays, notamment africains. Ce sont des choses qui se sont passées. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire à côté. De retrouver aujourd'hui Alassane et Bédié, ce n'était pas évident. Voilà, donc... Alors, on va tenter de dire un dernier mot sur la COP 21. Un accord a été signé hier, à l'arraché, si on peut le dire, à Paris, au Bourget. Est-ce que vous pensez que cet accord pourra vraiment être appliqué sur le terrain? Oh, je suis content que cet accord ait pu être arraché à Paris. Le président français s'est montré très joyeux. C'est bon, mais je ne crois pas. On n'a vu pas le passé. Vous avez vu les protocoles passés, les conventions cadres des Nations Unies sur le climat passé. Les gens s'engagent et disent on va alimenter le fonds d'adaptation au changement climatique à reverser aux pays les moins avancés comme le Burkina. Mais le fonds n'est pas alimenté. Les pays riches là ne versent pas l'argent pour que nous puissions, à notre petit niveau, là, nous qui subissons les effets des changements climatiques, aider les paysans à mieux s'adapter à la situation, avoir des champs plus résilients, avoir des habitations qui résistent aux inondations. C'est ça le problème. Donc, ils ont prévu 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres qui subissent les changements climatiques, mais moi, je suis sûr que ça ne va pas être versé de cette façon. Maintenant, ils ont dit qu'il y a un système d'évaluation, on verra bien. D'accord. Bama? Non, moi, j'attends de voir. Les accords, on en a tellement vu. Alors, moi, cet accord-là, c'est bien, comme il a dit, qu'on ait pu l'obtenir. Mais le plus important, c'est sur le terrain. Est-ce que les gens sont prêts à renoncer à tout ce qu'ils ont comme avantage dans cette situation? Quand on prend les pays pétroliers, quand on regarde la manne pétrolière pour tous ces pays-là qui ont gagné dedans,
est-ce qu'ils sont prêts à renoncer à tous ces trucs-là pour les beaux yeux de nos autres pays africains? J'attends de voir. D'accord. Ouba? Pour moi, pour caricaturer, cesser de polluer, c'est cesser de se développer. Parce que les plus grands pollueurs, ce sont les pays développés, ce sont les pays industrialisés. Donc c'est ça en réalité, parce qu'ils se sont développés qu'ils ont pollué en se développant. Et plus ils se développent, ils polluent encore davantage. Voilà. Et il y a des pays qui polluent plus que toute l'Afrique réunie. Donc vous imaginez, aujourd'hui c'est le pollueur-payeur, ils ont le droit de polluer et ils vont payer, ils vont donner un peu de leurs bénéfices à nous autres qui ne polluons pas, mais qui subissons certainement les effets de cette pollution. Voilà. Oui, pour terminer, Morin. Oui, je crois qu'il y a des raisons évidentes d'être assez pessimiste sur la question. Moi, je pense que la France voulait son accord, elle a pu l'arracher, et donc on attend de voir, comme l'a dit Ladjibama. D'accord. En tout cas, merci à tous d'être venus sur notre plateau pour discuter de toutes ces questions. On est quasiment à la fin de cette émission, une émission pendant laquelle donc nous étions avec Ladjibama du journal Le Reporter, avec Soumaïla Rabo de la radio Savane FM, Boukari Woba du journal La Mutation et Morin Yamongbe du journal Faso Zine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Au prochain rendez-vous dimanche prochain.